Un de mes jeunes, il s'était fait attacher puis passer dessus par une voiture, puis il est en chaise roulante aujourd'hui. Là. Il y a des images qui marquent de souffrance. T'sais, même ce soir-là, j'ai broyé ma vie, mes jeunes broyaient, mais on est ensemble. Puis dans le ensemble, il y a une médecine. Il y a quelque chose qui goûte bon puis qui réconforte. Ouais. Tu avais le bouddhisme comme pratique qui faisait que tu restais très fort dans ces expériences-là. Ça, la philosophie bouddhiste est claire là-dessus. Le monde est souffrant, la maladie, la mort, le deuil, les transformations, l'impermanence, c'est la nature de toute chose. Fait qu'on va s'équiper en dedans parce qu'extérieurement, on contrôle pas grand-chose. Appropriation culturelle. Tu sais, pour toi qui porte le nom bouddhisme, tu m'as dit, s'il y a personne qui transmet l'information va se perdre. Notre petit Bouddha urbain. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui fait vibrer les bols tibétains du Québec, Martin Bilodeau. Auteur, conférencier, enseignant, le petit bleuet du Lac-Saint-Jean au cœur grand comme le monde. Très tôt, les injustices t'ont éveillé. Tu as d'abord voulu aider par le travail social, mais les cases étaient trop petites pour ta soif de l'âme. Alors, tu es parti loin, très loin, en Asie en silence. Et t'es revenu, non pas en gourou, mais en simple homme qui a touché quelque chose de vrai et qui veut le partager. Aujourd'hui, on plonge avec toi dans tes enseignements. Et pourquoi pas aussi les sentiers moins battus, parce qu'on le sait, t'es aussi bon pour battre la trail que pour méditer en lotus. Martin, merci, bienvenue. Merci beaucoup, Marie. C'est beau, c'est donc mais beau comme introduction. Eh c'est oui, rare c'est qu'on prend le temps de beau, nous faire une introduction personnelle. Souvent, on fait copier-coller de ce qui a été écrit, etc. Ben, c'est poétique. J'essaie d'éviter le « présente-toi ». Oui, ou tu sais, il y a ça en arrière de tes livres, fait qu'on le lit, mais c'est vraiment beau. Je suis touché. Si je serais aussi bonne que ma fille, je la prendrais par cœur, mais non. Oui, vraiment, en tout cas. J'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. C'est touchant de se rappeler de vos vies. Merci d'avoir accepté. Le petit bleuet, dans le fond, qui est parti de loin. Moi aussi, j'ai des racines du Saguenay. Bleu. Exactement. Le sang bleu. Exactement. T'as-tu des fois l'impression que t'es pas né dans le bon pays ou t'es pas né dans la bonne ville? Mais quand j'étais petit, oui, je voulais être le monde et j'avais l'impression que j'étais même loin d'un grand centre ou d'un cinéma. Là. Donc, mais ça m'a passé vite puisque finalement, je me suis rendu compte que le monde et l'univers est dans la nature et dans ce qui nous entoure et j'ai eu le privilège de vivre les plus belles années de ma vie, qui est l'enfance, entouré de plein du vivant, finalement. Et j'avais pas réalisé à quel point ça, c'était précieux tant que je suis pas venu à Montréal et que j'ai vu des gens et que je suis rentré dans les grandes villes et que j'ai vu l'espèce de grisaille, même au niveau humain, c'est plus sec, c'est plus automatisé, c'est standardisé, il y a des murs de béton, etc. Fait, cette vie-là, nous, on croise des gens dans la rue, on connaît tout le monde, fait qu'on se donne des câlins tout le temps, on sourit, on s'arrête, il y a un ruisseau, puis il y a une petite truite qui passe. Il y a quelque chose de ce ludique, bucolique. L'émerveillement est au rendez-vous. Et je n'avais pas vu la richesse de ça. Je voulais juste comme partir, faire le tour du monde. Je lisais les explorateurs, etc., ceux qui passaient leur vie sur des voiliers ou qui faisaient le tour de l'Afrique en vélo. J'ai fait plein de trucs comme ça après. Mais il y a une richesse immense du berceau dans lequel je suis né et de la proximité avec les êtres humains qui m'ont donné beaucoup de confiance, finalement. T'as-tu l'impression qu'on est en train d'échapper notre génération en ce moment qui sont connectés à des iPads puis qui n'ont pas justement accès à ce que nous, on a vécu? Moi aussi, je viens d'un milieu où on a connecté avec les arbres, la rivière et les roches. Puis qu'en ce moment, c'est moins présent. Même moi, je suis une maman, puis il faut que je force ma fille là, à sortir. Là. As-tu l'impression que... Bien, je pense que toutes les générations, ont vu celles qui s'en venaient avec une espèce de nostalgie. Mais j'essaie de ne pas rentrer là-dedans pour dire, OK, qui aujourd'hui collectionne encore les cailloux en allant se promener pieds nus dans la rivière? Qui fait la course au crocodile? J'arrive du Mexique. Aux écrevisses ici, pas des crocodiles dans nos rivières. Lapsus du Mexique. Oui, au scorpion. Qui fait la chasse aux scorpions ici? Personne. On était chez Safari. Mais non, on avait des... ce qui faisait finalement les marques de notre enfance... sont complètement autres. Et il y a donc, et ce qui était sain, ce qui était dans le moment présent, ce qui était humain, ce qui était chargé d'émotions, est peut-être moins là.
Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut l'observer dans un repère de peut-être qu'ils vont encore plus revenir à la nature, plus revenir à l'amour, la tendresse, un espace de sensualité avec ce qui les entoure, au lieu d'un espace qui est informatisé, stérile, technologique. Je ne le sais pas. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'on ne perde pas notre âme dans les changements sociaux qui habitent d'une génération à l'autre, là, ça c'est sûr. Fait que toi, Martin, dans le fond, là, tu quittes, je pense que tu as 17 ans. Oui. Puis là, tu pars. Oui, j'ai 17 ans. Oui, je savais que tes lunettes, ça te manque, ça te trahit. Mes lunettes sont juste au cas où. Mais tu pars à l'âge de 17 ans, tu t'en vas. Tu t'en vas en Je m'en vais dans le sud. Tu t'en vas dans le sud. Oui. Tu t'en vas dans vélo. En vélo. Oui. Je passe la porte vraiment de 185 rue Dollard-Alma et avec mon petit vélo jaune et je quitte. Dans une espèce de, à la fois fuite, crise existentielle. J'ai rien à perdre puisque je suis en train de mourir par en dedans. Ouais, OK. Tu sais, fait que c'était pas comme un élan là, poétique, inspiré, enthousiaste. C'était à la fois de la détresse, de la souffrance. Si je suis là, je meurs, là, je me tue. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a rien à perdre. Là. Je pars avec 50 $ en poche, mon vélo, bien équipé par mon père. Tout le monde me disait non, mais mes parents ils ont appris que s'ils me disaient non, j'allais m'enfuir la nuit puis ils partaient quand même. Fait qu'il aimait mieux m'accompagner dans le départ. Et je m'en vais ce qui va ressembler finalement à la fin à la Nouvelle-Angleterre. Là. Un été en vélo, à 17 ans, pas parler un mot anglais. À l'époque, on n'avait même pas besoin d'avoir un passeport pour passer les lignes américaines. Fait que je passe avec mon vélo, on me dit bonjour quasiment, puis c'est tout. C'est aussi simple que ça, ou presque. Et de ça, bon an, mal an, j'ai vécu dans les rues, j'ai dormi dans des montagnes blanches, j'ai été accueilli chez des gens, j'ai découvert le bouddhisme, je me suis mis à lire sur le sujet, j'ai découvert un centre bouddhiste en chemin dans le Maine, et puis... Est-ce que c'est là que tu as eu le coup de cœur pour ces traditions-là? Le bouddhisme, c'est quoi pour toi? T'sais? Parce que pour beaucoup de gens, c'est c'est une religion, mais non, bizarre, pas vraiment. C'est un art de vivre, c'est une philosophie. Pour moi, c'est tout. Le bouddhisme, c'est tellement grand là, que des fois, je le banalise en disant c'est une philosophie, c'est une psychologie. Mais pour moi, c'est tellement fondateur dans ma vie. C'est ce qui m'a sauvé plusieurs fois dans ma vie. Puis, on dit le bouddhisme, finalement, il faudrait dire la sagesse la compréhension sur le monde, la compassion, finalement, qui est au cœur de la tradition bouddhiste, la méditation et toutes ces pratiques des méditations qui m'ont souvent ramené à moi quand je me perdais dans la vie, dans la société, dans le monde. Fait que c'est tout en ce sens que c'est et le chemin et le refuge et le rentre-dedans des fois d'une sagesse qui est radicale, qui est crue. Et c'est plein d'aventures à travers le monde. Le bouddhisme, pour moi, c'est mes séjours au Népal, dans les monastères tibétains. C'est mes dernières expériences chez les zen, à Koyasan ou ailleurs au Japon. C'est des communautés, des sanghas partout sur la planète. Fait que c'est tout ça, le bouddhisme. Pour moi, c'est donc immense dans ma vie, en tout cas, parce que j'y ai beaucoup consacré de temps et d'amour. On va y arriver à tout l'énorme parcours puis bagage que tu portes, mais je veux revenir à ce petit gars-là qui part en vélo, puis là, il tombe sur un temple bouddhiste dans le Maine. C'est quoi les chances? Là, finalement, il y en a plein, mais tu sais... Ah oui, il y en a plein? Ben oui, mais sur la route, puis quand tu es à vélo tout seul, avec des cartes en papier, là, il n'y avait pas beaucoup de chance. Là. Mais on en a quelques-uns, drôlement, aux États-Unis, qui sont dans la Nouvelle-Angleterre, là, oui. Puis, tu es seul en ce moment-là, tu n'as personne qui t'accompagne. C'est vraiment un élan qui fait que tu vas rentrer dans le temple. Ben, je lisais une de mes... tu avais déjà un intérêt. Petite cousine, Alexandra David-Néel, ça vient de Mélissa Côté à l'époque, qui est une espèce d'adolescente comme moi, féministe, rebelle. T'sais, moi, je lis Nietzsche, elle lit Nietzsche. On est dans les mêmes crises philosophiques, existentielles. C'est entre Boris Vian et Nietzsche, le bouddhisme est arrivé, là, finalement. Mais, et c'est grâce à elle, beaucoup, que j'ai plongé dedans. Et après ça, j'ai donc été sensible au fait que quand il y a eu, à un moment donné, des illustrations, des espèces de haumes en métal, quelque chose, j'ai fait « OK, que c'est ça ». Et je suis rentré là. Je ne suis pas resté là. Je n'ai pas fait de retraite là. Mais j'étais en train de lire le bouddhisme de Bouddha d'Alexandra David-Néel et son parcours de vie, ses journaux de voyage. Et là, tout d'un coup, je m'identifie. On dirait que ça s'imprègne en moi comme si tout le que veux-je, que peux-je ou vais-je est répondu dans une seule personne et dans 3 livres. Ma quête de sens, ma quête d'aventure, de voyage et de culture, et tout d'un coup une philosophie / religion / art de vivre, pas uniquement fait du sens, mais résonne tellement fort que je me souviens avoir pleuré presque à toutes les 2 pages. Quand je lis dans ce sens que l'âme est touchée
intérieurement, il y a des moments dans ta vie où tu es perméable à recevoir. Tu sais, Ouais. ça a tellement soif, on appelle ça la grande soif Ouais. chez les soufistes. Ça répondait fort en dedans. Fait que c'est devenu probablement un des grands moments charnières de ma vie, ça, et ça m'a jamais quitté. Tu sais, j'ai suivi ce fil d'Ariane-là toute ma vie. Fait que toi, parce que souvent, j'ai des invités que il avait complètement une autre vie dans un autre monde avant. Il était dans le monde rationnel, 3D. Ouais. Puis là, boum, il y a eu un shift, souvent avec un bas fond, qui les a amenés vers quelque chose de plus spirituel. Mais toi, c'est comme si tu étais né avec ça collé à la peau, puis rapidement, très jeune, tu te lances dans ce parcours-là. Puis, dans le fond, le travail social est comme un peu, pour toi, une façon de continuer à être dans une philosophie d'aide? Est-ce que c'est ça que je comprends? C'est une spiritualité incarnée, finalement. Ouais. C'est impossible d'avoir une spiritualité puis de ne pas incarner l'amour, la compassion, l'entraide, prendre soin de l'humanité. On développe l'espace du cœur en spiritualité, on développe l'intériorité. Après ça, on est perméable à la souffrance, à ce qui se passe chez les autres, l'empathie augmente. Ces qualités-là humaines augmentent par définition. Là. Fait que c'est une extension du travail spirituel qui, finalement, c'est grâce à ça que j'ai choisi l'intervention psychosociale, la psychosociologie, que j'ai travaillé avec les jeunes de la rue bénévolement pendant que j'étais à l'université, ce qui m'a mis très vite dans le milieu communautaire et qui m'a propulsé parallèlement à toutes mes études bouddhisme et dans les centres bouddhistes à Montréal, on fait des prières, il y a des journées, il y a des thèmes, il y a tout un programme d'études aussi. Et moi, au lieu d'aller à Virginia Beach pendant mes fins de session universitaire, je m'en allais au Népal. Je partais dans des festivals bouddhistes. Fait que dès le début de ma vingtaine, ça guide et me ramène beaucoup. Ce qui fait que j'ai pas dérapé dans grand-chose dans la vingtaine. Si j'ai dérapé, c'est dans la spiritualité. Là, je voulais être moine, je voulais vivre au Népal. Junkie oui, c'est ça. Je fantasmais sur une Inde qui n'existe pas, sauf dans nos fantasmes les plus profonds. Là. Une Inde à la Eat, Pray, Love, c'est pas ça. L'Inde, là, c'est plein d'autres choses. C'est vivant. Mais j'ai été vraiment propulsé dans le niveau social parce que pour moi, c'était la façon d'appliquer... les enseignements. Puis, tu sais, oui, appliquer les enseignements, mais c'est parce qu'il y a un ressenti qui vient avec la méditation, il y a un ressenti qui vient avec les états de conscience. Tu peux pas, après ça, être indifférent au monde et à la souffrance et à ce qui se passe chez ton voisin puis à ce qui se passe dans ta société. C'est impossible. C'est une ouverture, la conscience. Fait que tu agis sur ce que tu portes en dedans comme appel. Mais justement, là, quand tu es à cœur ouvert par tous les enseignements que tu portes puis que tu vois cette souffrance-là, y a-t-il un moment que tu dis « ça fait trop mal de voir les gens dans une telle douleur que j'ai le goût de faire autre chose » ou c'est comme une mission tellement profonde en toi que tu dis « OK, moi, je peux pas faire des opérations à cœur ouvert, mais je peux être là pour ces gens-là ». Moi, je travaillais avec les délinquants. Je travaillais comme dans la rue. J'ai géré, j'ai coordonné, dirigé ce qu'on appelle les organismes de milieu où les gens viennent vivre, s'alimenter, c'est dur, de la détox à la fugue, au loisir, à l'intervention, à la réinsertion socio-professionnelle, tous ces lieux-là d'organismes communautaires jeunesse. Fait que t'es entre la rage humaine, le désir de mourir, les abus de violence et de toutes sortes, des consommations excessives, Puis tu sais, j'ai fait du travail humanitaire aussi dans ma vie, dans tout ça, au Bangladesh, au Népal, entre autres, avec les enfants de la rue, qui vivent dans la rue, qu'on vend pour les organes, qu'on vend pour la prostitution en Inde ou ailleurs. Et c'est impossible de ne pas être touché. Et en même temps, je pense que l'erreur à faire, c'est de vouloir sauver. On veut plus accompagner. On n'a pas le pouvoir de sauver. On essaie de sauver nous-mêmes. Puis, il faut faire attention à notre besoin, qu'on ait besoin de nous. C'est pas un besoin, c'est plus répondre à l'appel puis être dans la justesse. Ma vie, elle est juste parce qu'elle est porteuse d'un sens. Puis, j'ai ni la prétention de sauver le monde, ni la prétention de faire une différence extraordinaire. Mais je vais prendre soin. Fait que mon désir s'arrête là. Fait qu'il n'est pas dans le super-héros. Puis c'est correct de pleurer le soir en arrivant, puis c'est correct qu'il y ait des situations qui nous touchent. Il faut donc avoir un réseau aussi, la Sangha, les amis qui font le même travail que toi, de la supervision clinique que j'ai donnée beaucoup à mes intervenants, puis ça c'est important. Plus on apprend à prendre soin des autres, je pense plus ça va être important de prendre soin de soi.
Mais non, leur souffrance est tellement 1000 fois plus grande que la nôtre. Tu sais, c'est ça aussi, on regarde beaucoup plus nos privilèges quand on travaille avec des gens qui n'ont rien reçu. Pas d'amour enfant, battu, mis dans des garde-robes. Tu sais, je me souviendrai un jeune, il y a des images qui nous marquent des fois, plein là, sur les abus sexuels, entre autres, ou les images de violence, mais tu sais, un de mes jeunes, il s'était fait attacher puis passer dessus par une voiture, puis il est en chaise roulante aujourd'hui, là, clairement. Tu sais, puis il est arrivé comme on l'a su, tu sais, nous, les organismes de milieu, les travailleurs de rue, on est tous connectés. Fait, on le sait pendant que ça se passe. Tu sais, nos jeunes nous appellent, ça se passe, on y va, on arrive là, c'est nous autres qui appellent les ambulances. Tu sais. Il y a des images qui marquent de souffrance. Tu sais. Même ce soir-là, j'ai broyé ma vie, mes jeunes broyaient, mais on est ensemble. Tu sais, je ne quitterai pas la rue, puis tous mes travailleurs vont venir, puis ceux qui sont en vacances vont venir, parce que là, il s'est passé quelque chose qui a traumatisé le milieu, le quartier. Et c'est pas une job, c'est une vocation. Fait que c'est là où j'ai bien plus besoin que la table de concertation le lendemain ou que peu importe. C'est là où tout ce que je porte en dedans fait du sens. Je vais souffrir, mais je vais souffrir avec eux autres. On va souffrir ensemble. On va pleurer ensemble. On va se sentir impuissant ensemble. Puis dans le ensemble, il y a une médecine. Il y a quelque chose qui goûte bon et qui réconforte. Ouais. Et on prend soin. Fait que prendre soin de la souffrance, c'est aussi ressentir sa propre souffrance. Sinon, je pense pas qu'on peut être aussi bons accompagnants. Semble pareil que tu avais peut-être le bouddhisme comme pratique qui faisait que tu restais très fort dans ces expériences-là. Est-ce que tu as vu des collègues que eux, la souffrance à un moment donné était trop grande à voir, à témoigner? Ben oui, il y en a plein là, dans le milieu communautaire. On voit tellement de gens s'éteindre. Là. Dans le milieu spirituel aussi, on voit des gens s'éteindre que quand tu tombes dans une espèce de fantasme spirituel. Puis là, ça m'intéresse. Ça n'arrivera jamais comme ils voulaient. Là, fait qu'ils sont déçus de la spiritualité, mais c'est nos attentes. Fait si on travaille dans le but qu'il n'y aura plus de souffrance humaine, on va s'épuiser parce que c'est comme si on attendait de soulager le monde de ses souffrances. / à un moment donné, je vais toutes les sauver. Ben non, c'est parce que ça souffre. Puis ça, la philosophie bouddhiste est claire là-dessus, puis des traditions spirituelles, c'est ça souffre. Le monde est souffrant, la maladie, la mort, le deuil, les transformations, l'impermanence, c'est la nature de toute chose. Fait on est conscient que ça va continuer à pas bien aller. Sans être pessimiste, là, juste on va s'équiper en dedans pour aller mieux intérieurement parce qu'extérieurement, on ne contrôle pas grand-chose. Est-ce qu'il y a un Martin à quelque part qui a déjà dit « Ah, ben moi, je vais aller m'exiler dans un temple avec les moines, puis je vais être loin de cette souffrance-là, puis je vais juste être comme une batterie régénératrice de cette planète Terre pour que la souffrance soit moins grande. » Une espèce d'exil que tu... Ben, c'était pas... À ce moment-là, je sais pas si c'était un exil ou pas, mais à 27 ans, je suis parti dans un de mes périples. J'ai resté 30 jours en silence au Népal, dans un monastère. Ouais. J'y allais pour devenir moine. J'ai pris les vœux temporaires. Ouais. Je me suis rasé la tête. On fait tous les vœux temporaires. J'avais déjà fait... Ça faisait 6 ans là, que j'avais tout fait le parcours pour arriver là, être enseignant bouddhiste, fait que laïque ou ordonné. Et je croyais que j'allais pas revenir. Ouais. Finalement, je suis revenu. Parce qu'on m'a fait réaliser un de mes entretiens avec un moine là-bas, d'ailleurs, qui avait été brûlé vivant et qui avait survécu à un acte de violence, qui était tout dévisagé. Et ça avait été mon moine. On a comme un moine accompagnant quand on est 30 jours en silence pour intégrer les enseignements ou si on veut un entretien avec lui. Et c'est lui qui m'a fait réaliser que si j'étais vraiment, habité de la compassion et de l'amour pour les êtres humains, ben j'allais pas rester au monastère. Parce que c'était la voie facile. Ouais. C'était comme, c'est facile. Il dit, on est 700 moines et nonnes ici. Ah ouais. Puis là, je dis, oui, mais si j'atteins des états d'éveil, j'atteins des états de calme stable, j'atteins un silence intérieur où enfin ça se tait, puis on est comme dans la grâce et de chaque instant, puis tout est... Mais il dit, oui, mais tu sais, c'est ça que j'enseigne aujourd'hui, fais le plein de ça, puis retourne là où on a besoin de toi. Peu importe où tu es né, il y a un karma aussi où on est né, où il faut être, où il faut agir. Fait qu'il y avait comme cette espèce de respect-là de... Ben, si t'es là, t'es pas ici. T'sais, si t'es né là-bas, viens ici. Si ton âme est bouddhiste, ben tant mieux. Mais t'es un bouddhiste né en Occident. Puis c'est pas pour rien, sinon tu serais né là. Fait il y a comme... on respecte les synchronicités, on pourrait le dire différemment. Et on respecte aussi le vrai souhait qui est, ben, si tu veux si tu as le souhait de... Parce que le souhait de la compassion, finalement, c'est de voir toute l'humanité aller un peu mieux. Fait que là, tu te dis, va là où ça va pas, puis aide-la à ce que ça aille un peu mieux. On va revenir sur ce sujet-là, à savoir si l'humanité va bien ou pas, mais là, à ce moment-là, sûrement que ce moine-là te fait réaliser, OK, il faut que je retourne au Québec, puis
dans le fond, c'est là que je suis utile. Oui, puis j'avais pas de billet revenir. Là. À l'époque, on pouvait voyager en passant sans billet revenir. J'ai tout connu ça, moi, pas de... C'est ça. On y allait, puis on savait, on pouvait faire 3 mois, 3 ans, jamais. Pas de douane, pas de passeport. Pas grand-chose, c'était avant le 2001. Et bon, je suis revenu, mais je pensais pas revenir. Et ouais, ça a été probablement ma première dépression, parce que là-bas, j'ai atteint des états que j'aspirais depuis presque 10 ans dans le bouddhisme, et tu les atteins, puis tu penses, en tout cas, moi, je pensais que le nirvana, c'était une place où on revenait pas. Tu sais, que des états de wow, tu sais, puis là, tout devient lumineux, puis peu importe comment on les voit, tous les états mystiques, là, ben finalement, c'est juste des états, là. On les visite comme on visite d'autres choses, là, comme on mange le matin. Et revenir de ça, ça a comme été, OK, mais là, j'aurais plus accès à ça, comment je vais faire pour... Puis la déception, c'est moi, je pensais que mon corps allait... Je sais pas comment, là, mais j'allais pas revenir, tu sais, en tout cas, le nirvana, c'était une place où on revenait pas. Fait que, j'y allais, c'était fini. Ou même en dedans, c'était fini. Mais finalement, non, on revient, puis là, les agrégats, comme on dit dans le bouddhisme, de la forme et des pensées, du karma et des émotions et l'identité à Martin Bilodeau. Finalement, on peut pas le quitter, là. On rentre dans le soude de l'ego et la vie continue. Avec ces expériences-là qui, chemin faisant, transforment un peu les choses. Mais ouais, ça a sûrement été ma première dépression. Je suis revenu, puis je me souviens même de l'appartement où j'étais. J'avais fermé les rideaux. J'avais été plusieurs jours en Inde, là, au Népal, à l'époque, on se lavait pas autant qu'ici. Là. Fait que je pense que j'avais été comme une semaine de jours à pas me laver, pas sortir dehors, pas faire grand-chose. J'étais même pas capable d'assumer, on dirait que j'étais revenu. Tu sais, en dedans, ça voulait tellement pas revenir. Et je me souviens que tout le monde m'attendait à l'organisme communautaire où j'avais finalement dit que je revenais. Et j'étais pas... Tu sais, là, tout le monde me criait après, m'appelait tous les jours, me disait qu'est-ce qui se passe, voyons, faut que tu rentres au poste, le conseil d'administration t'attend, tout le monde t'attend. Puis j'étais comme catatonique dans... fallait que je réinjecte du sens. Parce que finalement, il y avait une partie de mon ego spirituel qui avait pris la démarche de tu vas atteindre l'éveil, puis le nirvana, puis tu t'en vas. Quand l'idée, c'est de ramener ça dans la vie. Puis avec du recul, c'était quoi le sens de cette dépression-là? C'est quoi le message? Ben, c'est de se rappeler pourquoi on est là vraiment, puis d'avoir l'humilité de la démarche spirituelle, je crois. Là. C'est de dire, OK, est-ce que je suis encore là pour les bonnes raisons? Est-ce que le pourquoi j'existe? C'est de redonner... Finalement, je vais être bouddhiste toute ma vie, je vais méditer toute ma vie, je vais vivre des états divers de béatitude, de peu importe comment on les appelle. Ces moments-là vont ponctuer mon expérience, mais le reste, là, que je veux plus, que je veux pas, qui est des fois très dur à vivre, sinon trop dur à vivre, ben, je vais aussi marcher avec ça. Et les enseignements de Bouddha ont fait encore plus de chemin, au sens que Anicca, l'impermanence, puis l'origine de la souffrance et la souffrance comme faisant partie de la nature humaine, ben, j'ai l'impression que plus on lâche là-dessus, même nos désirs de mourir, finalement, font juste partie de l'expérience. Même la grande noirceur fait partie de l'expérience. Fait qu'on peut accompagner cette noirceur-là, mais finalement, je suis celui qui l'accompagne. Et c'est là où tout le travail sur la conscience et soi permet d'apaiser, en tout cas, ces moments-là. S'il y a une noirceur qui se présente, t'es juste là pour l'accompagner, puis de voir où est-ce que ça veut t'amener, au lieu d'essayer de la résister, puis de en tout cas, ça me ravale plus autant. C'est ça. C'est plus moi, c'est en moi, c'est autour. Tu sais, je ne suis plus que ça, je ne sais pas comment le dire, mais parce qu'il y a toutes les émotions, les pensées, c'est la même chose. Fait que ça, qui a l'air immense, c'est comme le monstre sort de la grotte, là, puis de la caverne, là. Ben, t'es encore celui qui fait face au monstre. Tu deviens pas le monstre, jamais. Mais c'est tellement puissant, qu'est-ce que tu dis, là, pour quelqu'un qui nous écoute, là, justement, que on a tous des bouts difficiles. Ben oui. Puis des noirceurs, ça existe, puis ça va continuer d'exister. Mais c'est comment tu l'apprivoises, la bête, comme tu dis. Oui. Est-ce que t'es la bête ou t'es juste comme... Oui, t'es le dresseur de bêtes. Oui, c'est ça. Le dresseur de scorpions. Oui, c'est ça. Je dresseur de crocodiles et d'écrevisses. Fait que là, un jour, tu te dis, moi, je veux transmettre, je veux pas nécessairement retourner dans le travail social. J'ai le goût de... Tu sais, je veux dire, t'es quand même une icône québécoise d'un empire spirituel. Pour flatter ton ego. J'avais jamais utilisé ce mot-là. Non, mais je connais peu de gens qui l'ont assumé. Non, mais c'est sûr. Tu sais, qui en a parlé publiquement. Salut, bonjour, let's go, gang. Moi, je vais vous parler de bouddhisme. Puis, oui, bien, c'est sûr, de la méditation, du tartare, de n'importe quoi. Là, oui. Exactement. Tu sais, ouvertement. Puis peu de gens l'ont fait avant toi. Et encore à ce jour, peu de gens l'ont fait. Oui, on est frileux de certains mots encore au Québec. Même les 10 influenceurs ou les gens qui, depuis 30 ans, nous parlent de...
sais, on a presque des difficultés à dire le mot spirituel ou spiritualité. oui. Là, on vend plus facilement le yoga, la méditation, le qigong. Ouais, Tu sais, on s'associe à l'affaire qui est brandée. Ouais. Mais on dit pas que finalement, on fait des prières tous les jours, puis on a une foi profonde en quelque chose de plus grand que nous, puis c'est ça. Puis on est bouddhiste ou on s'associe non, c'est ça. on reste très écuménique ou très universel. Mais non, moi, tu m'as dit quelque chose qui m'a frappée. Tu as dit, j'aime mieux me faire crucifier. Quand même, c'est fort, là. Plutôt que de me censurer. Ah oui, ben ça, c'est clair que j'aime mieux me faire détester pour ce que je suis que me taire et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est le grand drame d'aujourd'hui. On veut tellement plaire à tout le monde qu'on est prêt à faire des compromis jusqu'à se nier soi-même, jusqu'à se perdre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui soit vivant puis vibrant dedans. Ça, jamais. On va faire des erreurs, on va être impermanent nous plus, on va changer d'idée sur des choses, mais tu sais, human being here, tu sais, on a le droit d'être complètement humain dans notre démarche et de parler de la démarche pour ce qu'elle est. Tu sais, nos appels sont profonds, puis je pense qu'on a plus peur de la profondeur, on a plus peur des expériences, on a peur de parler de communes aujourd'hui, on a peur de parler des ashrams. Mais on, c'est tout là où on a appris tout. Puis les gens qui nous lisent, puis ceux qui ont eu des petits livres tout dilués, ben ils ont lu par indirectement. Il y a quelqu'un un jour qui est allé dans le ashram puis dans le monastère puis qui s'est converti puis qui a vécu ça puis qui est... Tu sais, fait que c'est bien beau de lire, amener juste la colonne qu'on va écrire dans la semaine, mais ça arrive de quelque part. Faut pas avoir peur du quelque part. Ouais. Parce que c'est comme si on dénigrait des millénaires de traditions d'enseignement et toute une culture très intègre de l'Asie, de l'Inde au Japon, aux Himalayas, qui porte encore aujourd'hui la sagesse et les pratiques de la sagesse. Les Voix de l'Invisible podcast s'associent avec Teology Skincare, une marque innovante qui infuse de véritables feuilles de thé dans ses soins pour la peau. Des produits véganes, sans cruauté, aux ingrédients naturels qui respectent votre corps et la planète. Parce qu'on croit que prendre soin de sa peau, c'est aussi prendre soin de son âme. Découvrez leur univers sur theologyskincare.ca. On a parlé aussi d'appropriation culturelle parce que, tu sais, en tout cas, ce mot-là est très fort en ce moment avec nos peuples autochtones. Puis je les comprends de vouloir protéger leur culture. Puis il y a des gens qui étaient malveillants. Tu sais, pour toi qui porte le nom bouddhisme, taoïsme et toutes ces grandes traditions-là, tu m'as dit, tu sais, Marie, s'il y a personne qui transmet l'information va se perdre. Puis, tu sais, je suis tellement choyée de t'avoir à mon micro parce que ces phrases-là que tu m'as partagées sont tellement puissantes, puis sont tellement valides que si toi, Martin Bilodeau, tu prends pas le micro, crime, c'est vrai que les brides de choses pures, les puristes du bouddhisme vont se perdre, puis sont tellement pertinentes. Ça a été utile dans ton travail social, mais c'est utile dans la vie de tous les jours. Là. Ben oui, pour faire face au deuil, à la vie, à la maladie, à ce qui se transforme. Mais tu sais, ce que tu dis là, c'est important parce que oui, en ce moment, il y a un sujet sensible, pas uniquement sur les Premières Nations. Moi, je suis plus en contact. Je passe encore le tiers de ma vie en Asie, dans les pays où je vais encore me nourrir et amener des gens pour qu'ils se nourrissent aux sources des spiritualités qu'on pratique ici pour pas qu'on les dénature, pour pas qu'on les pervertisse. Le défi, c'est garder l'essence, garder la philosophie en arrière, garder ce pourquoi on le faisait. Quand la méditation devient de la pleine conscience, puis la pleine conscience devient une technique de gestion de stress, ben c'est tellement dilué que retrouver l'âme, libérer les couches de l'ego, connecter un soi divin, c'est ça le but de la méditation. Comme le yoga était un rite d'union entre toi puis le divin et la divinité. Si on perd tout ce bagage-là qui nous amène à des états vraiment de bien-être comme VIP, là, c'est comme des états d'éveil, ben on va manquer le bateau. On va dire aux gens, OK, quand tu as fini de gérer ton stress, tu peux arrêter tes pratiques de pleine conscience. Ben non. Pourquoi tu n'irais pas vers les pratiques de claire conscience, puis de conscience altérée? Puis pourquoi tu n'irais pas visiter d'autres états d'être en toi, des univers et des mondes en toi qui t'attendent? Pourquoi ça devrait juste gérer le stress? Mais si on t'enseigne juste ça, puis tu penses que c'est ça, un peu comme si on pense que le yoga, c'est juste des asanas, des exercices physiques. Quand il y a 8 branches de yoga, puis même les asanas, c'est une prière à travers le geste, pour créer l'espace à l'intérieur, pour que le flot des énergies sacrées soit libre, en harmonie, et nous amène dans des états divins, purs, peu importe comment on les appellera, ben on ne sait plus pourquoi on fait les choses. Fait que l'appropriation, c'est de dire, OK,
il n'y aurait pas eu les Ottomans qui sont débarqués à quelque part, les Égyptiens sur 3000 ans, tu sais, on le sait, là, je veux dire, même Cléopâtre n'était pas égyptienne, elle était grecque. Là. Tu sais, on n'aurait pas pu s'approprier entre nous. Les tribus entre eux. Tu sais, on fait des sweat lodges ici, on fait des inipis là, on fait des témascales en Amérique latine. Il y a quelqu'un qui a transmis à l'autre quelque chose dans une tribu qui ne se ressemblait pas et qui ne parlait pas le même langage. Fait que l'idée, c'est comment on fait pour préserver l'essence, honorer les origines, faire partie d'une lignée et en être héritier, parce que donc il y a un héritage. Mais en même temps, si tous les lieux ou les espaces se ferment sur eux, comme le Tibet a fait en passant sur le bouddhisme une grande partie, avant l'invasion chinoise, puis avant comme l'exode de tous les maîtres, ben on ne sauvera pas l'humanité. Il n'y aura pas le sens sacré. Moi, ce que j'appelle le patrimoine spirituel du monde va mourir. Si tout se vit en vase clos, puis qu'on n'a pas du partage, des langages communs, c'est un langage universel, le langage sacré, le symbole, le rituel. Ben, faut qu'il touche tout le monde. Parce que sinon, on va soit en avoir peur, ou soit qu'on va en être indigne. Ben, tu sais, c'est un peu 2000 ans du judéo-christianisme qui nous a amenés là. Fait que, tu sais, on va essayer juste de rendre ça comme accessible, joyeux, le fun, pour tout le monde, en gardant l'essence, puis en se rappelant d'où ça vient, puis en gardant le pourquoi on le fait. Est-ce que tu penses que quand même, tu sais, mettons, quelqu'un qui va parler de pleine conscience, un peu sans savoir de quoi il parle, là, parce qu'il s'est identifié coach de vie, là, peut quand même être une porte d'entrée à quelqu'un de dire « Ah, OK, j'ai aimé ça, je veux en savoir plus. » tu sais. Moi, je crois un peu que c'est comme ça que le chemin s'est tricoté. Toutes les portes sont bonnes. Ouais. Mais ce serait le fun que les gens qui en savent, tu sais, qui disent « OK, il y a ça, mais vous savez, c'est beaucoup plus grand que ça. » Même moi, là, qui ai étudié, tu sais, je lis le sanskrit, j'ai étudié, tu sais, j'ai plein de maîtres, là, plein de lignées. Puis je pense pas que je sais 1/1000 de ce que le réservoir spirituel du monde nous réserve encore aujourd'hui. Je suis allé lire le démogriffe sur les tombeaux en Égypte. Je suis fasciné du fait sacré et de tout ce que l'intériorité nous permet de toucher en nous. Mais Caroline, je dirais juste soyons humbles. Parlons des choses humblement, puis sachons d'où viennent les choses. Et au moins la curiosité de savoir, on n'a rien inventé. Là. Moi, il n'y a rien de pire que inventer le breathwork quand ça fait à peu près 6000 ans sur la planète qu'il y a des pratiques de respiration ancestrale pour dégager les traumas, expier nous-mêmes, transcender des énergies, même libérer des démons. Attendez, là, wow, puis ça s'appelait le Rebirth, il va pas longtemps, puis le tropique entre les deux. C'est la même technique. Respiration chamanique quand j'étais dans les années 70. Attendez, là, au moins, ils ont toute l'humilité. On n'a rien inventé. On rebrand. Donc, on s'approprie. Mais si on respecte la source, si on pourrait garder même les mots, parce qu'on n'est pas obligé faire semblant d'avoir rien inventé, pour moi, ça aurait encore plus de valeur. Et ça honorerait la source et ça nous permettrait de se connecter à cette source-là aussi. Est-ce que tu trouves que les gens qui font partie de la source ne sont pas assez entendus? Mais en ce moment, l'Asie a l'impression qu'on pervertit tout, là, entre autres. Là. Est-ce qu'ils ont tendance à vouloir se refermer? Oui, bien là, c'est ça. C'est de protéger. Puis on en parlait tantôt juste avant de rentrer en ondes. Le Japon est en train de fermer des sites sacrés parce qu'on ne sait pas comment se comporter dans les sites sacrés. Les tribus de l'Amazonie qui nous ont beaucoup fait vivre de plantes médecines sont en train de dire OK, là, on commercialise ça. Les gens partent dans le sac à dos avec de l'ayahuasca, du washuma, du râpé, puis ils font du n'importe quoi. Là, il y a eu beaucoup d'expansion, beaucoup d'appropriation. Et là, ceux qui sont aux sources des traditions sont en train de dire OK, va falloir le couper l'aqueduc, là, parce que là, on fait du n'importe quoi. Là, même qu'on fait l'opposé. On s'en sert pour complètement l'opposé de ce que ça doit amener ou là où ça nous amène. C'est comme s'il y avait deux paradigmes. Il y avait le puriste, les gens qui sont à l'origine, qui ont conservé ces traditions-là. Puis tu as je dirais 80% de la population qui ne savent même pas c'est quoi de la méditation. Puis tu as le gap entre les deux, là, le 80% qui mélange une soupe là-dedans puis qui fait un beau bordel de tout ça. Est-ce que je me trompe? Qui cherche, qui n'est pas connecté. Puis en ce moment, le piège, c'est de ne pas avoir assez de temps, d'énergie puis d'espace, de vie pour aller aux sources puis rentrer dans une profondeur. Le problème dans tout en ce moment, c'est qu'on ne va pas en profondeur. On s'éparpille, on magasine. Combien de gens en spiritualité que je connais qui viennent me voir vont dire OK, ouais, mais là, OK, je suis allé te voir, je vais un tel autre. C'est comme s'il y avait un listing de tout le monde qui allait voir au Québec ou dans le monde ou tous les. Un CV. Mais oui, mais quand est-ce que tu vas aller en profondeur? Nous, on s'est associés à des lignées et on était sur des dizaines d'années dans les mêmes lieux, voir les mêmes guides, les mêmes enseignants, les mêmes gourous. Puis des fois, si c'est pas un 3 jours, c'est un 30 jours. Si c'est pas un 30 jours, c'est un 2 semaines. Et que tous les jours, on a pratiqué 2-3 heures par jour, la même chose.
Ça, profondeur, intensité et rester dans l'intégrité de quelque chose, on n'a plus de valeur à ça dans rien. T'sais, on ne devient plus expert aujourd'hui dans beaucoup de choses. On devient des touches-à-tout. En spiritualité, ça n'a pas de valeur d'être un touche-à-tout. Ça a la valeur de dire, OK, je veux ratisser, puis là, je pourrais savoir dans quoi je veux m'intégrer, dans quoi je veux approfondir, dans quoi je veux plonger. Mais sinon, c'est un tourbillon. Là. Tu t'étourdis, puis tu es euphorique, mais tu es juste étourdi, puis tu es euphorique. Ouais. Tu n'es pas en train d'intégrer rien. Et après ça, ils ont l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Tout ce qu'on leur a dit, c'est pas vrai. Ben, eux-mêmes, ils n'ont pas intégré. Fait que c'est l'intégration qui manque souvent quand on va trop vite. Est-ce que toi, en tant que porteur de voix de ces traditions-là ancestrales, pour, mettons, un peuple comme les Québécois, est-ce que ça te frustre de vivre ça, de voir ça, où tu te dis « ma voix est trop petite pour l'ampleur du problème » ? Non, l'important, c'est tant qu'on cherche. Moi, j'ai un espoir infini, puis j'ai pas de tristesse, puis j'ai pas de cynisme. Puis non. Tant qu'on cherche. Si on se réveille et on dit « Hey, je le sais pas, puis ça va mal, puis je me sens pas bien », il doit y avoir quelque chose de me soulager, ça va bien. Je suis plein d'espoir parce qu'on est des chercheurs, finalement. Malhabiles dans une société de consommation individualiste, etc. Mais on fait avec la société qu'on a. Mais là-dedans, tant qu'il y a du monde qui se réveille le matin et disent « me semble que ça pourrait être plus, me semble qu'il y a quelque chose qui manque, me semble que j'ai une nostalgie de l'ailleurs, je viens, il y a quelque chose en dedans de moi qui s'est perdu », il y a vraiment de l'espoir, là. Fait qu'il y a rien, il n'y a pas un mauvais chemin. C'est juste, c'est triste quand les gens abandonnent le chemin parce qu'ils tournent en rond, finalement, ils n'étaient pas sur le chemin. Ça, c'est triste. On démissionne de la quête de soi, finalement, puis du sens, parce qu'en ce moment, les structures sont vendeuses, puis on dirait que même les gens qui ont fini de faire de l'argent avec nous, ils ne nous accompagnent plus. Fait, ça, je trouve ça triste. Pour le monde. Puis peut-être, j'invite tout le monde à prendre son sac à dos puis aller aux sources des pays aussi, des cultures qui nous transmettent ces pratiques, qui ne sont pas des pratiques, qui sont des outils d'une philosophie ancestrale. Justement, c'est ce que tu fais une bonne partie de ta vie. Tu accompagnes des gens, des groupes à avoir accès à ces gens-là. Oui. Comment ça se passe, tu sais, quand toi, je veux dire, tu fais partie de ces gens-là. Des fois, tu te dis, hey, j'ai honte de ma gang. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont tous regardé le soulier. Puis voyons donc, ça, c'est évident. Tu sais, j'ai le goût que tu me partages des anecdotes. Mais il y en a plein. Là, même au Japon, on ne parle pas dans les lieux publics, encore moins dans un monastère. Tu rentres dans un métro, tout le monde est silencieux. Ça parle. Ça parle. Ça tu l'auras dit 40 fois. T'es comme, toutes les Japonais sont... Parce que tu parles pas pour pas postillonner sur les gens, tu parles pas pour pas respecter le loup, tu sais. C'est sûr, on touche à tout, on vit à tout. On veut, tu sais... on est comme des gros bébés. On veut prendre une photo d'un enseignant en avant-de-main. Tu sais, n'importe quoi. Il m'est tout arrivé, je pense, ça se peut pas. J'accompagne des gens à vivre. Moi, quand tu sais, les voyages puis les séjours que je fais, c'est on vit en monastère, on vit en shrine, on va visiter des lieux, des nonneries avec, tu sais, des nonnes tibétaines, etc. On va là et on vit. Je veux que les gens s'imprègnent. Puis c'est pas moi. Moi, je suis là pour... Je suis plus comme le traducteur du sacré versus le profane. T'es pas la police. Moi, je suis comme je suis celui qui passe du moldu à l'enseignement ou au lieu où on habite puis qui dit, OK, les fresques, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ça que ça veut dire. Puis le matin, on a vécu ça hier, un rite de tchad tibétain, puis qu'est-ce que c'est, un démembrement avec des divinités, tu sais. Puis là, je rends ça digeste, tu sais. On croit que tout est esprit en nous. La pensée, c'est vu comme un esprit. Puis quand on dit un esprit, c'est pas comme je possède. Tu sais, fait que là, je fais le travail d'approfondissement, d'intégration, de préparation, mais faut s'amuser. Tu sais, je pense aussi que même en spiritualité, le piège, c'est de se prendre au sérieux. Ah, je suis tellement d'accord. Comme ça, on déjoue un peu l'ego spirituel. Si profondeur et sincérité, mais pas le « Mon Dieu, je suis pas bon » parce que t'es pas un bon bouddhiste parce que t'es rentré, t'as fait ça ou t'as touché ça ou t'as parlé quand... T'es pas un bon bouddhiste quand t'es pas capable d'avoir de la compassion quand quelqu'un souffre. T'es pas une personne spirituelle quand t'es pas en conscience avec ce qui t'entoure puis t'es pas empathique aux êtres humains autour de toi. Tu dis, t'es dans l'ego narcissique. C'est bien plus important que tous les gestes puis l'encens que tu te mets pas correct. Tu sais, il y a rien qu'on fait correct, là, finalement. C'est juste drôle, là. C'est ça. Fait qu'on s'éduque, on s'apprend puis en développant la conscience et non pas une règle pour les règles. C'est comme... On rappelle pourquoi on fait les choses. Ouais. Moi, c'est beaucoup ça mon travail avec les gens, c'est rappeler pourquoi on le fait, puis être porteur de sens, puis après ça, être gardien du sens. Le grand drame de nos sociétés, c'est qu'on a perdu le sens. On n'a pas de direction et de sens à ce qu'on fait. Et on dirait que même en spiritualité, drôlement, on a perdu le sens. On le fait sans trop savoir de la profondeur où on veut aller. C'est quoi le sens?
Ben, c'est propre à chacun. Tu sais, le sens, c'est la direction que tu donnes à ta vie, à ton chemin, à tes pratiques. Encore une fois, tu peux commencer pour dire, OK, le sens de méditer aujourd'hui, c'est gérer mon stress. Puis peut-être que dans 20 ans, après 20 ans de pratique, tu vas te rasseoir puis tu vas dire, OK, aujourd'hui, tout ce que j'ai besoin, c'est de gérer l'anxiété qui est là. Mais ultimement, le sens, c'est que veux-je, que vais-je ou vais-je, c'est pourquoi j'existe. C'est le sens de ta vie. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là si on ne sait pas pourquoi? Tu sais, n'importe quoi dans la vie, un enfant, il demande toujours pourquoi. Parce que la base de la motivation, c'est de savoir pourquoi tu fais ça. Sinon, je le fais pas. Voyons. Ce serait idiot de faire des choses aux gens en les aliénant puis en leur enlevant le pourquoi. Ben, la perte de sens, c'est ça. On ne sait plus pourquoi on travaille, pourquoi on vit ensemble, pourquoi on est en couple, pourquoi. Ben, pourquoi? Est-ce que tu as l'impression, j'ai cette impression-là, peut-être que je parle au jeu, que les gens essayent trop de compliquer le sens, que ça peut être très simple? Non, ben c'est sûr, d'un, le sens, c'est un ressenti. Parce que dans ressentir puis dans sentir, il y a le mot sens. Hein? Fait que c'est sûr que ça vient pas du mental. Tu sais, le labyrinthe, c'est le mental. Ben oui. Ben, l'idée, c'est que ça peut pas venir de la tête. Tu sais, la quête est pleine de têtes, là, mais la tête, c'est le labyrinthe. Tu sais, dans l'histoire du Minotaure, Ariane, le fil puis le héros. Là. Si moi, je suis la conscience en perte de sens, je suis pris dans mon labyrinthe, c'est un mur, une trappe, un dragon, un ci, un ça, blablabla. Je suis toujours en réaction à la vie. Puis là, tout d'un coup, j'ai le fil Ariane. Mais Ariane, c'est pas pour rien que c'était le fil, c'était le cœur, c'était l'amour. Ben, c'est comment je reviens au cœur, puis comment j'écoute le cœur pour me sortir du labyrinthe puis revenir au centre de l'être, au centre du labyrinthe. Il y a un minotaure, il y a une force, il y a une puissance. Puis quand je pensais affronter tous mes démons, finalement, c'est un dieu, une déesse, un Bouddha que je rencontre. Et c'est puissant. Fait qu'on en a eu peur longtemps. Mais le sens, c'est l'absence de doute. Puis ça, c'est un état intérieur. C'est fort, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est pas mental, c'est sûr. Oh my God! Le sens, c'est l'absence de doute. Ben oui. C'est fort, mais c'est tellement vrai. Oui. Ben, parce que le mental, lui, il peut toujours douter. Ouais. Mais il y a quelque chose ici. Lui, il sait. Il y a un espace intérieur où il y a une absence de doute. Est-ce que tu trouves que les gens sont déconnectés de leur cœur, de leur intuition, de leur... Ben, je pense qu'on se protège parce que c'est des mécanismes de protection, là, la généralisation, la distanciation, la rationalisation. Je pense qu'on se protège parce qu'on a peur de sentir l'expérience humaine quand on est là pour la sentir, drôlement. Je pense qu'on a mal appris comment vivre nos émotions. On les vit juste avec notre thérapeute ou à quelque part. On est super en sécurité quand il faudrait que tous les espaces soient sécuritaires pour vivre des émotions. Absolument. Je pense donc que oui, pour répondre à ta question, c'est sûr qu'on est déconnecté de cet espace-là. Puis pas comme quelque chose d'affectif, sensible, émotif. C'est encore de l'ego, mais le cœur, c'est la conscience. En passant dans toutes les spiritualités du monde, là c'est l'espace de la conscience, du divin, du pur, du moi, l'absolu. Fait que si je passe pas les étapes de sensibilité, ressenti, j'irai pas contacter cet espace-là intérieur. Ça peut pas être le mental. Le mental, c'est un ordinateur qui arrête jamais. Faut qu'il y ait quelque chose de plus grand en nous que ça. Puis on le sait, là, on trouve des neurones primitives dans l'intestin, qui est évidemment le gut feeling. Dans le cœur, on est en... Mais oui, fait que, tu sais, c'est bien l'intelligence intangible dans son état suprême est là. Puis on est là les druides disaient qu'il y a 3 chaudrons. Le cas des Égyptiens est au cœur. Tu sais, on l'a su, tous les mystiques, toutes les traditions savent, sentent, on fait l'expérience que c'est là. Malheureusement, la science a dit c'est une pompe. Ben oui. Fait qu'on s'est déconnecté de ce qui est plus important. Ben là, il faut y retourner parce que finalement, on le sait, aimer, c'est intangible, aimer. Ouais. Tu sais, aimer, là, t'as un enfant, tu l'aimes. T'as un chat, tu l'aimes. Dis, il est où ton amour? Il est à nulle part, ultimement. Il n'est pas encore trouvé, là. Mais tout est intangible. Ben oui. La conscience est intangible. Ben oui. On essaie de la trouver dans le cerveau, on essaie de la trouver. Mais l'idée, c'est qu'elle est partout et à nulle part en même temps. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis l'absence de doute, il y a des vérités qui n'auront pas besoin de preuves scientifiques, qu'on n'aura pas besoin de nous dire la Terre est ronde ou est plate. On va sortir du débat, des opinions, de l'analyse, pour aller dans des espaces de vérité qui viennent de l'expérience. Et les espaces spirituels, pour moi, quels qu'ils soient, sont donc essentiellement des espaces d'expérience pour contacter une vérité. Est-ce que c'est pour ça que tu as voulu construire Pachalagria? Est-ce que c'était dans le but de justement avoir ton espace pour accueillir les gens au lieu de les amener au Japon dans les temples, puis que là, ils font plein de niaiseries, puis là, chez vous, c'est comme, c'est correct, gardez vos comment ils se réveillent le matin. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est né de... Pour de vrai, le désir est né
avec plein d'affection pour un groupe d'individus, là. Oui. Tu sais, qui est comme Masanga, mon monde à moi, ceux qui me suivent, que je vois souvent, dans la première année de la pandémie quand même, là. Où, Avant ou pendant? avant, j'ai acheté mon terrain pour construire C'est ma ça, maison c'est ça. au Faut Mexique, sur le bord de mentionner l'eau. ça. Mais après la première vague qui devait finir après 6 semaines, mais ça a duré 3 ans, ben, j'ai acheté les autres terrains en me disant ça semble pas aller mieux. Puis là, ils sont encabanés, ils se frappent dessus pour du papier toilette chez Walmart. Tu sais, je regardais, nous, on était là dans un petit village hippie, tout nu dans le monde, sur le bord de la mer, puis on était là, ça va pas bien. Tu sais, ils disent ça va bien aller, mais ça va pas bien. Parce que, en ce moment, ils vont pas bien. Juste, ça se peut pas que dans le monde, puis aucune opinion politique là-dessus, puis tu sais, tout le monde a essayé de faire son possible, puis tant mieux, là, on aurait dû être juste plus humble puis dire je le sais pas de temps en temps, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit il ne se peut pas que tous les êtres que j'aime et moi compris, on n'ait pas un lieu où on ne soit pas souverain pour exister, méditer, s'aimer, prendre soin de la nature, prendre soin les uns des autres. Et là est venu, tu sais, j'ai géré des organismes communautaires, donc des communautés. Je fais du travail humanitaire. Du travail humanitaire, c'est des communautés. Et là, je dis, OK, il est temps De rassembler tous tes talents de dans un m'acheter des projet. terrains, de se camper là, puis de s'aimer. Puis d'être souverain dans comment on vit, comment on fait les choses, comment on prie, comment on chante, comment on danse. C'est ça. Et c'est né de ce désir-là profond, là. Et là, bon, c'est public, puis ça va être un centre international de retraite spirituelle et tout, mais tu sais, la vision, c'est une petite gang, puis je pense que ça va goûter la petite gang tout le temps. Parce qu'on vit là, une gang ensemble, puis c'est nous qui prenons soin puis qui accueillons les gens aussi, là. Tu sais, je regarde ça vite, vite, là. Toi, tu vas mourir, puis tu vas avoir vraiment tout coché les cases, hein. Ben, en tout cas, à un moment Tu vas donné, c'est avoir sûr, semé beaucoup de bonheur jusqu'à... Je veux dire, tu sais, j'en ai eu des business, là. Je sais c'est quoi monter des projets, puis mettre du monde ensemble, puis dire à un puis à l'autre quoi faire. Puis, tu sais, c'est pas évident. T'es dans un autre pays. Heureusement, t'es accompagné. Oui, ça aide mon mari, Ben est oui, mexicain, c'est puis ça. même lui, des fois, il comprend pas ce qui se passe. Qu'on le salue, Avec d'ailleurs. nos ouvriers puis notre gang. Mais tu sais, je veux dire, ça prend beaucoup d'ambition. Jamais tu sens l'épuisement où tu dis, non, moi, jusqu'à temps que je quitte cette terre, je fais tout ce que je peux Mais pour tu sais, réaliser mes rêves. Mais moi, le sens et la vision me permettent de passer à travers Ouais. tous les états de découragement. Clairement. Parce qu'il y en a eu, là, on a manqué de tout perdre, de faire faillite 3 fois, la pandémie, on a un cyclone, tu sais, je veux dire, en veux-tu, là, c'est comme l'arche de Noé, on se peut plus. Et ça va continuer tout le temps, mais toutes les fois, je disais à Saïd, je disais à mes gens, je disais à ma gang, je disais à mes collaborateurs, je disais à même mes ouvriers, là, qui sont des... Nous, on favorise l'intégration des peuples indigènes de Oaxaca. Fait que nos ouvriers viennent de petites communautés indigènes où leur première langue, c'est pas l'espagnol. Puis je leur dis avec un traducteur, pourquoi on fait ça? Tu sais, des fois, là, on a du monde pas facile, un groupe qui est arrivé, puis ils sont arrivés fatigués, puis il y a eu ci, puis le taxi... Puis, tu sais, je me répète à moi, puis j'ai répété les 5 dernières années de construction puis de création, puis l'animation des groupes, puis l'accueil des gens, même qui viennent en résidence, puis en séjour individuel. Tous les défis qu'on a, pourquoi on fait ça? Ben, on croit que tout le monde sur la planète mérite d'avoir un lieu pour venir se déposer, se reconnecter, se nourrir spirituellement, humainement, se sentir aimé, puis avoir la dignité d'exister, complètement imparfait. Et c'est pour ça qu'on le fait that's it. On le fait pas pour être riche, on le fait pas pour être bon, on le fait pas pour qu'ils nous aiment et qu'ils nous disent bravo le premier soir quand ils arrivent, on le fait pas pour que ce soit facile, on le fait pas pour se reposer, on le fait pas pour se magasiner un fonds de retraite, on le fait pour ça. Fait que, bon, la vie, les difficultés, les êtres humains vont être ce qu'ils sont. Si on perd pas le cap, on va continuer. T'es vraiment inspirant. Puis je suis persuadée que quelqu'un qui t'entend en ce moment se dit « Ouais, finalement, mes problèmes sont pas si pires que ça. » Puis have fun, tu sais, même si c'est compliqué, on le fait pareil. Puis ça va être compliqué, ouais, c'est pas compliqué. Même si, my God. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Premier enseignement de Bouddha, tout le monde, là, ça sera pas facile. Adadam! Non, mais pourquoi on célébrerait pas même le fait que c'est tough vivre? Ouais. On a dansé nos tristesses, nos rages, nos deuils dans des traditions africaines, amérindiennes. Pourquoi on n'est pas capable, nous autres, de célébrer la vie, la mort, les moments tough? C'est encore plus là qu'il faut être ensemble puis danser. Nous, on danse, on fait du yoga, on médite, on fait des rites de plein d'affaires. On est tout le temps là. Puis quand ça va pas bien, on a encore plus besoin. Il faut qu'on le fasse encore plus. Avec la rage, le découragement, le deuil d'un, la mère qui vient de décéder d'un autre. Avec ça, le processus, l'alchimie de ces pratiques-là sont là pour nous faire passer des moments quand c'est tough. Fait que ça va être tough. That's it. C'est magnifique. En ce moment, tu es en opération.
C'est... Non, je suis pas opéré. Non. Euh, Mon centre, oui, je Pat vois- Challegré est en Oui, opération. c'est ça, c'est en opération. Oui. C'est quelqu'un qui... Parce que on a passé vite un peu sur... c'est quoi? Dans le fond, c'est un centre de retraite. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir juste pour vivre Oui, l'expérience? c'est un resort Airbnb, communauté, C'est ça. Ils peuvent... où on peut venir faire des séjours. Tu sais, la preuve étant, cette année, il y a quelqu'un qui est venu faire une retraite de 2 semaines. Ils sont jamais partis. Hein, puis il est resté 2 mois et demi. C'est Il a super. fini son mémoire de son PhD tu sais, chez nous. Il n'est pas parti. Merveilleux. Fait qu'il y a des gens qui viennent tout seuls, en sens qui viennent faire un séjour, puis s'amuser, puis être sur la plage. Puis hop, ils restent, ils voient un thème d'une semaine arriver, même si, tu sais, puisqu'il y a moi qui anime des semaines, il y a moi Il y avec en des a collaborateurs. d'autres. Ouais. C'est un centre qu'on loue aussi, là, les gens, des professeurs du yoga du Québec, de la France, de l'Europe. Pour l'instant, c'est beaucoup ça, puisque ça rayonne plus en français. Il va y avoir des premiers Américains, là, des gens qui vont venir en anglais. Mais donc, on peut louer et on peut venir chez nous puis participer à plein de choses, finalement. OK. C'est toujours là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça donne vraiment le goût d'y aller. Écoute, notre entrevue va très, très vite. J'ai des petites questions pour toi en rafale. OK. Puis après, je vais te demander de diriger les gens vers où ils peuvent te rejoindre ou tes retraites et tout ça. Mais j'avais le goût de te demander, c'est quoi ça veut dire pour toi, Dieu? Tout. Moi, je suis un panthéiste, ce qui veut dire que je crois que l'énergie divine, créatrice, universelle, elle est en tout. Et que son fond, ça ressemble à de l'amour. En tout cas, c'est quelque chose qui goûte bon. Ouais, hein? Ouais. C'est quoi tu dirais au petit Martin Bilodeau de 5 ans? Tu l'aurais devant toi, là. Tu lui dirais quoi? Oh my God, je disais, ça va tellement être tough. Mais have fun! Mais tu sais, continue. Ça va vraiment être tough. 1000 fois plus que tu penses. Ouais, hein? Tu vas vouloir mourir 1000 fois, tu vas te faire intimider. Tu vas tout vivre. Tu vas avoir une maladie chronique qui va se développer. Tu sais, ça va être tough. Mais continue. Puis va là où il y a de l'amour. Tu sais, va là où on s'aime, où tu es aimé puis où tu peux aimer les gens. C'est beau. Puis où les gens peuvent te trouver? Ben, martinbilodeau.com, patchalegria.com, festivalpatchalegria.com, YouTube, Facebook. Tu sais, je donne j'anime toutes les semaines gratuitement des enseignements bouddhistes et méditations guidées sur mon Facebook, qui se retrouvent sur mon YouTube. Fait qu'un peu partout au Québec, j'anime beaucoup au Centre Kyo. Presque aux 2 semaines, aux 3 semaines, j'anime des retraites là-bas. Puis as-tu des voyages qui s'en viennent justement pour les groupes qui veulent te suivre? Ben, j'ai la chance que mes trucs soient bien plans à l'avance. Là. Fait que, tu sais, il y a l'Inde et le Népal qui s'en vient à l'automne, qui est complet. Ah. Le Japon n'est pas encore affiché, mais on a une bonne liste d'attente pour le printemps 2026. Et le Sri Lanka, on a la moitié du groupe complet pour l'automne 2026. Mais tout l'hiver prochain, je suis à Patchalegria au Mexique. J'anime plein de semaines et de retraites sur plein de thèmes. Et vu que c'est pas affiché, ben, c'est pas encore complet. Ah, I want to be there. C'est pas wonderful. Oui, vraiment. Hey, merci tellement Merci. d'avoir pris le temps. Tu es un bijou québécois pour éveiller des consciences. Honnêtement, je me sens choyée que tu aies accepté cette invitation. Et merci, dans la joie. Oui. Merci, ma belle Marie-Christine, de rendre ça joyeux.